Spécialiste d'histoire culturelle, d'histoire rurale, d'histoire sociale. Donc il va nous présenter une communication consacrée aux enfants de conventionnels et au destin croisé de ces enfants de conventionnels. Donc je te laisse la parole. Merci. Merci Boris et merci aux organisateurs. On connaît bien sûr la Convention, ce lieu immense évoqué par Victor Hugo, immense moins par l'ampleur de la salle, il fallut d'ailleurs déménager en 1793, qu'immense par son œuvre, abolition de la royauté, fondation de la République, rédaction de 2 constitutions, jugement d'un roi, résistance à la guerre civile, à la coalition des princes européens, au prix, il est vrai, de politiques d'exception sans merci, appelées à passer à la postérité sous le vocable accusatoire de terreur, le tout sous pression constante du mouvement populaire parisien. On connaît assez bien, et mieux encore, à l'heure où un dictionnaire s'apprête à leur être consacré, les conventionnels. Victor Hugo, toujours, je cite, « Tous les types humains, inhumains et surhumains étaient là, écrit-il, sur les bancs de cette assemblée. Ces humains, inhumains, surhumains, ce sont ceux qui s'entre-déchirèrent parfois jusqu'à la mort, Girondins, montagnards, hommes de la plaine, indulgents, exagérés, robespierristes, ainsi qu'on aura tôt fait de les renommer en donnant après coup ou à chaud à leurs affinités un nom et une cohérence politique bien marquée pour mieux justifier de leur adversité puis de leur élimination. Ceux qui périrent et ceux qui vécurent, humains, inhumains, surhumains. Politiquement, peut-être, pourquoi pas. Après tout, qui ne serait pas étonné aujourd'hui par l'ampleur théorique des vues exprimées à la barre de cette assemblée ou par le volume difficilement concevable des problèmes à résoudre dans tous les domaines, chaque jour pendant plus de 3 ans. On cerne un peu mieux du reste maintenant les fatigues, le surmenage, le sentiment d'épuisement que leurs fonctions ont pu provoquer. Des hommes, donc, d'abord et rien que cela, des êtres de chair et de sang, de sentiments. Des hommes et, en tant que tels, pour les 2 tiers d'entre eux du moins, des chefs de famille. Humains, inhumains, surhumains, d'accord, mais avec des enfants à charge. Et cela change déjà un peu le tableau que de les imaginer le soir, rentrant de la Convention, passer une tête pour regarder leurs filles et leurs fils dormir, ou prendre un bout de leur temps et un morceau de papier pour s'enquérir de leurs nouvelles, pour disputer l'enfant têtu, sermonner l'aîné pour son oisiveté, s'inquiéter de leur éducation ou de leur entrée dans un métier. À vrai dire, le phénomène n'est pas propre à la Convention. Edna Indy-Lemay a naguère rappelé cette évidence pour les députés aux États généraux. On pouvait faire l'histoire, la révolution et, aux heures perdues des grandes affaires politiques, redevenir père de. Mais c'est une chose que de regarder les événements par la lunette des députés en adjoignant éventuellement une famille à leur environnement, et c'en est une autre que de tenter d'appréhender la même histoire, mais du point de vue des fils et filles de cette fois. Et c'est ce que nous souhaiterions entreprendre ici en nous situant dans la continuité des réflexions d'Emmanuel Furex d'une part et des premières approches proposées par Sean Reynolds autour des enfants des individus ayant occupé des responsabilités durant la Révolution. Alors, précisons d'emblée qu'il ne s'agira pas directement, dans le propos qui vient, de cerner les rapports des descendants de conventionnels à la mémoire politique de leur père. Les travaux de Luzzatto hier, ceux de Louis Inquière aujourd'hui, autour de la notion d'ancêtre, ont livré sur ces sujets de précieux renseignements. Et on sait, grâce à eux notamment, combien cette filiation réelle ou reconstituée, brandie comme un étendard ou lourde comme un fardeau, a pu être complexe et problématique. Nous souhaiterions plus simplement comprendre un peu mieux ce que pouvait être une vie d'enfant quand son père était de ces hommes-là, considérés bien avant Victor Hugo comme des êtres formidables et redoutés, célébrés ou détestés, des hommes ayant par ailleurs surinvesti l'enfance de sens et de fonctions politiques de toute première importance. Ces fils et ces filles ce sont des centaines d'enfants dont l'existence irriguera bientôt le 19e siècle jusqu'au Second Empire, voire la Troisième République, à Paris ou ailleurs, en province ou à l'étranger, portant en eux, sur eux, d'une manière ou d'une autre, l'action révolutionnaire et le statut de leur père. L'ampleur de l'investigation est telle, cependant, que bien des questions que je me pose aujourd'hui ne trouveront pas de réponse immédiate. Combien de députés exactement avaient des enfants? Où vécurent ces enfants? Leurs pères s'en sont-ils occupés de manière semblable, qu'ils soient filles ou garçons? Quelles furent les formes de leur éducation à l'heure de l'invention par leur papa d'une instruction publique révolutionnaire? Les fils et filles venus au monde durant le mandat de leur père avaient-ils une couleur politique? Disons-le autrement. Girondins, hommes du Marais ou de la montagne ont-ils également eu des nouveau-nés entre 92 et 95? Le savoir pourrait nous permettre d'apporter un
éclairage singulier sur un sujet que je crois essentiel, celui de la confiance des conventionnels en l'avenir et en leur avenir pour commencer. Il faudrait aussi s'interroger à plus long terme sur la question des destinées professionnelles et matrimoniales de ces fils et filles de conventionnels. À l'échelle d'une ou deux générations, les fonctions de représentants du peuple ont-elles constitué un frein ou un accélérateur de carrière pour les familles concernées? Les enfants des députés ont-ils donc été, de quelque manière que ce soit, en bonne sociologie bourdieusienne, des héritiers, fils et filles de, au sens bien compris de l'expression? Faute de réponse exhaustive, je devrais m'en tenir aujourd'hui à un tableau impressionniste destiné à explorer davantage qu'à conclure de manière trop ferme, en prenant appui, en l'occurrence, sur des informations autour d'enfants d'une soixantaine de députés de la Convention. Précisons enfin que notre but étant de saisir les effets des engagements politiques majeurs des pères sur l'histoire de leurs enfants, j'ai fait le choix de m'intéresser à la vie de ces enfants à partir du moment précis où elle s'est trouvée marquée par le statut de conventionnel du père, à partir donc de 1792 et jusqu'à la mort de ses fils et filles de, puisque le stigmate de la Convention devait durer longtemps. Ce qui frappe à première vue, sans qu'il faille trop s'en étonner, c'est la grande diversité des parcours de vie de ces enfants. Et puisqu'il faut bien commencer quelque part, débutons par le degré le plus élémentaire qui soit, la grande diversité des âges en l'occurrence. Tous les conventionnels qui étaient pères n'ont pas eu de jeunes enfants entre 92 et 95. Certains, comme Vadier, avaient déjà la cinquantaine lorsqu'ils ont été élus à la Convention et leurs enfants étaient dans l'âge adulte. Le fils Vadier a à peu près 30 ans au moment de l'élection de son père. Mais la Convention est une assemblée relativement jeune et si tous les députés n'avaient certes pas les 25 ans de Saint-Just, 19% d'entre eux avaient tout de même moins de 35 ans et près de 60% des députés avaient entre 40 et 54 ans. Beaucoup étaient donc en âge d'avoir soit des enfants dans l'adolescence, soit de jeunes enfants, soit de devenir pères pour la première fois pendant leur mandat. Et tous ces cas de figure existent, de Philippe Lebas, né en juin 94, à Marc-Antoine Julien, 19 ans au même moment, en passant par tous ceux qui, comme Fourcroy, sont élus alors que leurs enfants ont 3-4 ans environ. Certains vont avoir des enfants après la Convention, Gaston, Guimardet, Delacroix et même Vadier qui se remarie après la Convention. Diversité des âges, donc, soit. Mais qu'en est-il de la situation sociale de ces enfants au temps du mandat de leur père? La Convention est, dans l'ensemble, on le sait, une assemblée de notables marquée par une très forte surreprésentation des hommes de loi, du monde du négoce, des professions libérales et intellectuelles et par une très forte sous-représentation des classes populaires. Le patrimoine des élus, d'ailleurs, le confirme, il est souvent assez confortable. Et cela, bien sûr, a des incidences directes sur les formes de l'enfance connues par leurs fils ou leurs filles. Quand beaucoup d'enfants du peuple étaient en ce temps-là contraints au travail, au labeur pour subvenir aux besoins de leur famille, l'écrasante majorité de ceux dont les pères étaient conventionnels échappent à de telles contraintes socio-économiques. Dès lors, du moins qu'ils sont en âge d'être scolarisés pendant la Convention, leurs jeunes années peuvent alors être passées à l'instruction, souvent sous le regard d'ailleurs vigilant de leurs parents qui trouvent malgré tout ce temps-là au milieu de la part envahissante de la politique dans leur vie. Instruction sous l'œil vigilant de Rosalie Julien, par exemple, pour le jeune Auguste, 13 ans, lors des débuts de la Convention, que sa mère surveille régulièrement pour sa piètre graphie, pour son peu de goût pour le travail, pour son dilettantisme parfois. Mais néanmoins, sa vie est une enfance protégée à Auguste Julien, où le temps qui n'est pas passé à l'instruction peut l'être à se divertir avec Paris pour terrain de jeu. C'est ainsi qu'Auguste passe son été 1797, paraît-il si chaud, à se baigner dans la Seine avec son meilleur ami. Lise, la fille de Riffard, un Ardéchois, a 9 ans lorsque son père, qui est un député girondin assez prudent et discret, qui arrive à traverser la période en restant en poste. Donc Lise a 9 ans lorsque son père écrit dans son journal, je cite, « C'est l'âge de commencer son éducation. Paris m'offre pour cela toutes les facilités que nous pouvons désirer, sa mère et moi. Et quelle plus douce jouissance que celle de faire élever sous nos yeux cette chère enfant. » Et voilà donc le conventionnel Riffard qui cherche à Paris où instruire sa fille. Ce ne sera pas dans les écoles républicaines de filles qui ne manquent pourtant pas à Paris. Riffard, qui est un authentique révolutionnaire par ailleurs, choisit l'enseignement privé. Alors précisons que le choix du privé pour les filles de la bonne société urbaine est en ce temps quelque chose d'assez classique. Et en ce qui concerne Riffard, lui, il écrit dans son journal en août 95 un propos qui témoigne en tout cas d'une aisance suffisante pour permettre une prise en charge totale de l'éducation et du confort de sa fille au prix d'une dépense mensuelle quand même conséquente. Je le cite. « Je viens de conduire notre chère petite chez la citoyenne Lefebvre. Sa pension
pension est fixée à 150 livres par mois. Je paierai tous les maîtres d'agrément et si le pain que la section distribue est insuffisant ou trop mauvais, j'en fournirai moi-même en sus du prix de la pension. Alors la citoyenne Lefebvre, l'institutrice en question, est une ci-devant religieuse qui tient sa maison d'éducation avec d'autres ci-devant religieuses, toutes du précieux sang. Le goût du représentant Riffard pour une éducation féminine que l'on qualifiera au mieux de modérée, sinon des plus traditionnelles, se confirme sous le directoire. Riffard, constatant les limites de l'enseignement dispensé à sa fille par les sœurs qui n'apprennent à Lise ni l'histoire, ni la grammaire, ni la littérature, ni les arts d'agrément, c'est savoir qui distingue, eh bien Riffard décide de leur retirer sa fille, mais hésite ensuite entre la maison d'éducation ouverte à Saint-Germain-en-Laye par Madame Campan, l'ancienne première dame de chambre de Marie-Antoinette, ou celle de Mademoiselle L'Orphelin, ancienne institutrice particulière des filles du maréchal de Breuil, qui a ouvert une maison d'éducation aux Champs-Élysées, une institution très courue, fréquentée notamment par les filles de Bonal. Ce sont, écrit Riffard, les 2 meilleures pensions à Paris pour les jeunes filles, et renseignement pris, il choisit le pensionnat de Mademoiselle L'Orphelin. Sous le directoire et l'Empire, c'est du côté du lycée Louis le Grand qu'il faut tourner les regards pour trouver en nombre des fils, cette fois, de conventionnels. En ce temps-là, le lycée Louis le Grand, fréquenté par les garçons de l'élite sociale et culturelle de Paris comme de la province, est un véritable repère de fils de conventionnels. Fils d'Esmoulins, Dufriche-Valazé, Fourcroy, Courtois, Brissot, Goujon, Lanjuinet, Guimardet, Garnier, Jarpenvilliers, Delacroix, Camus, Cavaignac, sans oublier le neveu Chiappe et le fils du général Turreau. L'ambiance dans les cours de récréation devait avoir quelque chose d'un peu conventionnel et pourquoi pas de singulier quand enfants de Girondins et de Montagnards s'y trouvaient en même temps, des enfants dont les pères respectifs avaient pu être impliqués dans la disparition des pères en question. Qui plus est quand tout ce monde s'y côtoyait en même temps que des familles de la plus vieille noblesse, les Vaublans, les Gravier de Vergennes ou les La Rochefoucauld, un mélange digne de l'Empire. Mais l'on évoque depuis le commencement des enfances parisiennes et toutes n'avaient pas ce visage-là. Si beaucoup de députés, il est vrai, ont conduit leurs fils et leurs filles dans la capitale, nombreux sont ceux qui, comme Girard ou Blutel, ont fait le choix de les laisser en province. Riffard, lui-même, l'Ardéchois, ne se décide à faire venir sa femme et sa fille auprès de lui qu'à l'extrême fin de l'année 94, cet ancien Girondin, Riffard, qui s'avoue dans son journal, à l'heure de les retrouver, que les circonstances politiques, les tensions dans la capitale, les rivalités internes à la Convention, tout comme les tensions qui opposaient la Convention à la Commune de Paris, lui avaient semblé rendre la situation trop incertaine pour y faire installer sa famille. Il les avait laissés le 17 septembre 92 au moment de quitter l'Ardèche. Il les retrouve 2 ans plus tard, le 22 décembre 94, et prend la peine de noter dans son cahier ce jour-là: je compterai ce jour au nombre des plus heureux de ma vie. Je viens d'embrasser mon épouse et ma fille. Dans d'autres cas, on peut supposer que c'est le coût élevé de la vie à Paris, déjà, ou la promiscuité imposée par de petits logements, déjà, parfois partagés entre plusieurs députés, d'ailleurs, pour en réduire le coût, qui peut expliquer le maintien à distance d'une famille parfois très nombreuse. Quelle qu'en ait été la raison, ils furent en tout cas nombreux à faire le choix de l'éloignement momentané ou plus durable de leurs enfants. Parfois, il y a même eu un partage selon les âges. Chez les Couton, par exemple, l'épouse du député et le nouveau-né du député vont à Paris avec Couton, tandis que le fils aîné, qui n'a que 5 ans en 92, reste avec ses grands-parents en Auvergne. Pour bien des enfants, la Convention fut donc aussi cela, une longue séparation, soit d'avec leur père, soit d'avec leur père et mère. À Paris même, en outre, toute enfance de fils et de filles de conventionnels n'était pas vouée à l'amusement ou à l'enseignement dans les institutions les plus prestigieuses. Alors certes, ils ne sont pas nombreux, les pauvres authentiques parmi les députés. Il n'y en a que 2, c'est simple. Mais la vie de leurs enfants fait aussi partie du tableau que nous avons adressé. Prenons les enfants d'Armonville. Armonville, un révolutionnaire prononcé, père de 3 puis bientôt 4 enfants, tous venus avec lui à Paris, faute de moyens pour les laisser derrière lui à Reims. Armonville était jusque-là quart d'heure de laine à Reims, un prolétaire comme on dirait, et pour que sa famille subsiste à Paris, il est contraint de les faire travailler, fils et filles, 7, 9 et 12 ans, dans une filature. L'enfance, dans ce cas extrême, c'est la force économique qui permet au père d'être député et de se distinguer à la Convention par la ferveur de ses opinions. Alors, sans aller jusque-là, Caroline Beauvais, elle, a 15 ans en 93, quand elle vit à Orléans dans un asile d'institution. Et Bernard de Sainte, pour s'épargner une dépense, affirme qu'il a servi de maître d'école à ses enfants et qu'il a trouvé là, au milieu des grands tourments de la politique, dans cet instant en marge voué à l'éducation des siens, sa, je cite, récréation journalière. Si l'on fait volontiers
de l'enfance, l'âge de l'éducation. Il est évidemment un autre territoire a priori rattaché à l'enfance qu'il nous faut explorer, celui des sociabilités amicales. De qui les fils et filles de conventionnels furent-ils les amis? Et comment? De quoi ces amitiés-là étaient-elles faites? Alors, quelques éclairages singuliers, forcément incomplets, parce qu'ils concernent des enfants montés à Paris avec leur père, nous apportent de premiers renseignements. Ils esquissent en l'occurrence des amitiés nouées, sinon de manière exclusive, du moins de manière privilégiée, avec d'autres enfants de conventionnels ou avec des enfants gravitant dans l'orbite immédiate de la Convention. Prenons le cas Auguste Julien, que nous avons vu se baigner dans la Seine en juillet 97 pour combattre les chaleurs de l'été. Il s'y rafraîchit quotidiennement cet été-là avec François-Guillaume Coessin, 17 ans, et son meilleur ami, un Normand que Gilbert Rome avait ramené avec lui de sa mission à Caen en 1793. Rome, l'ancien précepteur du prince russe Stroganov, a fait de Coessin quelque chose comme son nouvel élève. Il l'emmène avec lui au comité d'instruction publique, il l'amène en mission avec lui. Julien, Rome, deux familles de montagnards, deux familles également qui ont un intérêt commun pour le sujet de l'instruction publique. Rappelons que Marc-Antoine sera ensuite membre de la commission exécutive de l'instruction publique. Et c'est peut-être bien là, dans ce mélange d'affinités politiques et de sujets communs de travail pour les aînés, que l'amitié d'Auguste et de François-Guillaume a pu trouver à se nouer. Ce qui revient à supposer que les enfants sont, d'une manière ou d'une autre, présents dans l'environnement immédiat de la Convention. La Convention comme scène de la rencontre amicale, donc. C'est la piste qu'invite à poursuivre encore, quoique avec des perspectives un peu moins réjouissantes, l'amitié qui se développe à partir de 95 entre Horace Desmoulins et Auguste Philippot. Tous deux ont perdu leur père dans l'élimination des indulgents au printemps 94, et un an plus tard, en l'an 3, la veuve Philippot exhorte Madame Duplessis, son amie et la grand-mère d'Horace Desmoulins, à amener avec elle à la Convention Horace Desmoulins. Alors Madame Duplessis et Madame Philippot souhaitent en l'occurrence aller à la Convention pour défendre leur cause et défendre la cause de leurs proches défunts, et Madame Philippot a dans l'idée d'y faire se rencontrer les deux orphelins qui vont effectivement devenir amis, au moins jusqu'au consulat, avant de se perdre de vue. Pour ceux des fils de conventionnels dont les parents sont encore vivants, le rôle des comités où siègent les pères dans les amitiés nouées par leurs enfants n'est sans doute pas à négliger. C'est ce que laisse penser en tout cas l'amitié au très long cours nouée entre deux fils de députés qui siégeaient au comité de législation, Eugène Merlin et Auguste Azéma. Ce qu'il nous reste de leur correspondance débute en décembre 94 et s'achève en 1845. Tous deux, donc, Auguste Azéma et Eugène Merlin, ont été liés pour la vie par une amitié forgée à la Convention et par la Convention, alors qu'ils avaient tout juste 14 et 15 ans. Cette Convention, dont ils se souviennent encore sur leur vieux jour comme étant la scène inaugurale de leurs affections réciproques, cette Convention où ils nouèrent aussi d'autres amitiés avec d'autres fils d'eux qu'ils nomment nos camarades de la Convention, fils notamment de Brisson, fils de Boucher-Saint-Sauveur également. Ce petit groupe, qui a le même âge, fait de la Convention le lieu quotidien de sa vie adolescente. C'est là, dans les travées de la Convention, qu'ils se donnent rendez-vous et s'attendent. Alors, faute de renseignements, on ne peut qu'imaginer la suite. Les voilà qui assistent peut-être aux débats les plus houleux de la Convention, parce que c'est là un spectacle déjà très prisé du public. Peut-être qu'ils discutent, qu'ils s'amusent de quelques blagues dans les couloirs, parce qu'ils sont assez joueurs. Eugène Merlin demandera plus tard à Auguste Azéma, alors que Merlin est aux armées, il demande à son ami Azéma de lui envoyer du poil à gratter à l'armée pour pouvoir agacer d'autres soldats. On peut imaginer qu'il jouait aussi à la Convention. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Convention doit donc être imaginée, certes, de députés, ces humains, inhumains, surhumains évoqués par Hugo, certes peuplés de femmes dans les tribunes, les citoyennes tricoteuses, mais donc aussi d'enfants de tous âges. Mais revenons à notre petit groupe, Azéma, Merlin, Brisson, Boucher-Saint-Sauveur. Alors tous vont pas demeurer amis pour la vie, comme beaucoup d'enfants, ils vont se brouiller puis se perdre de vue, mais pas Auguste et Eugène, nous l'avons dit. Et qu'est-ce qui les a liés, tout cela, à part leur âge et pour le noyau dur du groupe, le comité de législation fréquenté par leur père? Alors peut-être pas le rang de la salle où prenait place leur père, puisque deux des pères en question viennent de la plaine et deux viennent de la montagne. Mais il est vrai qu'il y a beaucoup d'amitié entre députés de la plaine et de la montagne à cette époque.
Le vote de leur père lors de la mort du roi peut-être a contribué à les unir, puisque le père de ce petit groupe de camarades ont tous voté de la même manière, la mort sans condition ni sursis. L'activité professionnelle des conventionnels, enfin, du moins leur activité d'avant la convention, c'est-à-dire une certaine homologie sociale, puisque tous quatre sont fils d'hommes de loi. Que leur père soit pour quelque chose dans cette amitié, on en veut en tout cas pour preuve le fait qu'ils apparaissent régulièrement dans la correspondance de leur fils, saluant leur ancien collègue et se rappelant à ses amitiés ou à ses sentiments par l'entremise de leurs enfants. La Convention aura donc ainsi noué des relations de longue durée, impliquant aussi bien les pères que les fils de manière croisée. L'homologie sociale, l'amitié qui dure longtemps, des goûts communs cette fois pour les arts et les lettres, le souvenir du statut de conventionnel des pères, la proximité politique des pères, c'est ce que l'on retrouve encore avec le trio amical, inséparable lui aussi toute une vie durant, formé par Eugène Delacroix, le peintre, Philaret Chasles, le journaliste et homme de lettres, et Félix Guillemardet, un porté à la peinture lui aussi, un ami de Lamartine. Le hasard des affinités entre ces trois garçons n'explique sans doute pas tout dans leur amitié. Leur père conventionnel ne se connaissait certes pas à leur entrée à la Convention, mais il en va tout autrement au moment de la naissance de leur fils. Pour preuve, le conventionnel Guillemardet est le témoin choisi par Delacroix père pour l'acte de naissance de son fils Eugène. Plus tard, tous trois, Eugène, Félix et Philaret, les fils, fréquentent ensemble le lycée impérial Louis le Grand, où ils rencontrent quelques autres amis pour la vie qui, quant à eux, ne sont pas fils de conventionnels. Au lycée, aucun des trois, Delacroix, Chasles et Guillemardet, n'a brillé. D'ailleurs, aucun des trois n'a gagné de prix d'écriture ou de dessin. Mais tous trois ils sont véritablement devenus amis. Tous trois s'écriront des lettres jusqu'à leur mort, reconvoquant régulièrement leurs souvenirs du lycée Louis le Grand, évoquant dans leurs journaux ou leurs mémoires ce que furent leurs pères, tous trois se réunissant aussi chaque année jusqu'au milieu du XIXe siècle pour fêter ensemble la Saint-Sylvestre et le passage au Nouvel An. Et la camaraderie des filles de conventionnels, alors, me direz-vous? À ce stade de l'enquête, on ne sait pas. On ne la voit souvent apparaître qu'en creux, dans la correspondance de leurs frères ou de leur père, et on la voit apparaître souvent tout entière dans les formules de politesse. C'est Eugène Delacroix, par exemple, qui conclut sa lettre à Félix Guillemardet le 2 novembre 1819 en déclarant « Ma sœur, très sensible aux souvenirs de ta maman et de Caroline », Caroline c'est la sœur de Guillemardet, « les prie d'agréer ses compliments. » Et Delacroix d'ajouter « Veuille bien également ne pas m'oublier auprès d'elle. » La seule conclusion qu'on saurait tirer de cela rejoint le constat dressé autour des amitiés Merlin-Azéma. L'amitié des enfants de semble s'être inscrite dans des échanges plus amples entre familles de conventionnels. Ces histoires de famille qui mêlent, en l'occurrence, ces histoires de famille, je disais, qui mêlent les enfants, filles ou garçons, aux parents et les parents aux enfants, filles ou garçons, ces histoires plurielles qui s'organisent et naissent soit autour de la Convention, soit partiellement autour du souvenir de la Convention. C'est ce que l'on voit encore dans les échanges entre deux anciens députés montagnards qui sont demeurés eux aussi amis après la Convention, Laloy et Batelier en l'occurrence. En 1808, Laloy tient la plume. C'est parce que je sais combien tu t'intéresses à nous que je crois de mon devoir de te prévenir de l'établissement de ma fille. J'accorde sa main jeudi à un jeune homme né dans mon département et que je connais depuis longtemps. Le jeune homme en question se nomme Floriot. Le père de la mariée, Laloy, ajoute à l'intention de son ami Batelier. Et c'est là que l'information devient précieuse. Peut-être te rappelleras-tu de l'avoir vu de notre temps dans les bureaux de la guerre. Les bureaux en question, ce sont ceux du comité de salut public que Batelier et Laloy ont fréquenté de près au temps de la Convention. Et revoilà donc les comités de la Convention comme point d'articulation des relations amicales nouées par des enfants de conventionnels, ici jusqu'à l'établissement d'un lien conjugal entre une fille de et un jeune homme qui, selon toute vraisemblance, était un fils de commis du comité de salut public, des enfants à la Convention, donc jusqu'au comité de salut public. Mais que leur vie enfantine ait été protégée ou non, qu'elle ait été laborieuse ou non, passée à s'instruire ou non, à s'amuser ou non, il est certain, et c'est par là que je souhaiterais terminer, que les fils et les filles de conventionnels n'étaient pas en mesure d'échapper aux combats politiques de leur père. Ces combats politiques devaient avoir des effets sur leurs existences de multiples manières. Enfance politique, enfance en politique, par exemple, quand les conventionnels emmènent avec eux leurs fils en mission. C'est le cas du représentant Pinet avec son fils de 7 ou 8 ans. C'est le cas de Couthon avec son fils de 3 ans lors du
siège de Lyon, par exemple. Enfance politique, enfance en politique encore, quand les plus grands, à l'adolescence ou au sortir de celle-ci, s'engagent dans le combat révolutionnaire en bénéficiant manifestement des positions du père, voire du père et de la mère, pour accéder rapidement à des responsabilités importantes. Le cas le plus célèbre, car sans doute le plus spectaculaire en ce qu'il touche au sommet même de l'État, est bien sûr celui de Marc-Antoine Julien, agent du comité de salut public dans les départements, puis membre de la commission exécutive de l'instruction publique alors qu'il n'a pas 20 ans. À ceux qui s'engagent, comme Marc-Antoine Julien, dans le combat politique, il faudrait encore ajouter tous ceux qui ont pris les armes pour défendre la République. Alors là, ils sont nombreux dans les armées. Fils Beauvais, Martel, Monod, Petit-Jean, Regnault-Bretel, Couturier, Dubohet, Rudel, Vicky, De France, Perrin, Levasseur, Becker, etc. Cet engagement dans les armées a pu être précoce. Louis d'Herbey-Latour a 18 ans lorsque son père le signale aux armées. Le fils du conventionnel Coustard était à l'armée des Alpes à l'âge de 16 ans. Eugène Merlin, dont on a parlé, n'a que 15 ans lorsqu'il rejoint d'abord la Vendée puis l'Allemagne. Et alors lui, son ascension va être fulgurante puisqu'il est capitaine à 19 ans, aide de camp de Bonaparte en Égypte à 20 ans, à ses côtés en Italie en 1800, colonel pendant les guerres de l'Empire, général en 1813, et c'est en tant que général qu'il combattra à Waterloo. Il sera également chevalier d'Empire et comte, etc. Alors à ce stade, une question se pose. 1. À quel grade entrait-on dans l'armée quand on était fils de conventionnel? 2. Même s'il y avait des guerres permanentes et de grande ampleur et que l'encadrement militaire a été fortement renouvelé, est-ce qu'être fils de a quand même permis de franchir plus rapidement ou non les étapes? En tout cas très nombreux à avoir fini, semble-t-il, les fils de parmi les officiers, voire les officiers supérieurs. Plusieurs sont généraux, maréchaux de camp, etc. L'interrogation vaut du reste pour d'autres activités. Avoir été fils d'un député de la Convention a-t-il facilité l'ascension d'un Chasles ou d'un Boyer-Fonfrède dans le journalisme d'opinion au temps des monarchies censitaires? Dès avant cela, durant la décennie révolutionnaire, être fils de n'a-t-il pas permis pour les plus âgés d'emprunter quelques raccourcis dans l'accès aux fonctions publiques? On pourrait le croire, à s'en tenir à la nomination en 93 par le Conseil exécutif provisoire du fils Carrier à une place que son père n'aurait sans doute pas déniée, une place en l'occurrence dans l'appareil répressif extraordinaire que la Convention était en train de mettre sur pied, puisque le fils Carrier en 93 est nommé accusateur militaire dans l'une des commissions militaires créées à ce moment-là. Reste que si la position de fils de pouvait être de nature à vous faire brûler quelques étapes dans le cursus honorum militaire, judiciaire ou administratif, si elle pouvait également d'ailleurs rendre bien des services aux pères qui étaient souvent très contents de faire savoir que leur fils était aux armées parce que ça valait brevet de patriotisme pour l'ensemble de leur famille et donc d'abord pour eux-mêmes. Être fils et fille de, c'est également en certaines circonstances devenir une cible. Je pense notamment à la fille de Riffard, Lise, dont on a déjà parlé. Riffard écrit dans son journal que le 12 Vendémiaire en 4, la veille de l'insurrection royaliste, sentant la tension monter à Paris, il détruit chez lui tous les papiers qui indiquent la pension où se trouve sa fille dans la capitale pour que les émeutiers ne puissent pas la trouver. Des cibles, les enfants de conventionnels l'étaient tout autant en zone de guerre et de guerre civile. On peut penser ici au fils Lecointre, capitaine de canonnier, qui a 23 ans lorsqu'il est livré par Dumouriez aux Autrichiens en 1793. D'autres ont été arrêtés beaucoup plus jeunes que lui, parce qu'enfants de conventionnels, notamment dans les départements où ils étaient restés avec leur mère. Ce sont en 93, avec leur mère, les enfants Goupillot qui sont détenus par les Vendéens. Ils ont 7 et 9 ans. Ce sont de même les enfants Charbonnier détenus avec leur mère dans les prisons de Toulon, qui sont alors contrôlées par les Anglais, et ils avaient moins de 3 ans en l'occurrence. Et l'on voit donc que la traversée politique de l'enfance pour les fils et filles d'eux a également pu se faire sous les fers. Sous les fers, non pour des actes qu'ils auraient commis, mais pour ce qu'ils étaient, fils et filles de, placés dans des geôles pour les engagements de leur père. Et si la guerre et la guerre civile ont pu y aider, le combat politique et les renversements successifs et brutaux de ces équilibres ont plus d'une fois eu les mêmes conséquences. Évoquons simplement le fils Pétion, qui était arrivé à 11 ans avec sa mère dans la capitale lorsque son père y a été élu maire. 2 ans plus tard, après les 31 mai et 2 juin 93, être fils de l'une des principales figures girondines fait de lui un fuyard, et il est arrêté avec sa mère à Honfleur durant l'été 93, puis ramené à Paris. 1 an plus tard, en Thermidor, alors que les équilibres de la Convention viennent à nouveau de se renverser, le conventionnel Lebon est arrêté à Paris et placé en détention.
Au même moment, son épouse est également arrêtée et placée en prison à Arras. Son épouse qui amène avec elle une enfant de 1 an, Pauline, et un bébé qu'elle est encore en train de porter. Elle accouche dans sa prison, en Brumaire-en-Troie, d'un petit Émile. Et il faut attendre le lendemain de l'exécution du père, Lebon, après plus d'1 an de détention, pour que femme et enfant de Lebon soient libérés. Alors je passe, c'est passionnant, mais les époux Lebon s'échangent des lettres depuis leurs prisons respectives. Et le père, qui sait ce qui va lui arriver, donne beaucoup de conseils sur l'éducation de sa fille et de son fils comme un acte politique pour en faire d'eux des enfants modèles quelque part. Et c'est l'Émile de Rousseau dont on a déjà parlé hier qui sert de trame de fond. De toutes ces dimensions différentes d'une vie d'enfant marquée par la politique et les engagements du père, je voudrais quand même en évoquer une dernière avant de conclure, le cas des enfants orphelins de père, ce qui rebondira sur ce qu'a dit Paul à l'instant, parfois de mère aussi d'ailleurs, orphelins par le seul fait du combat politique mené par le conventionnel. Alors leur conventionnel de père. On sait depuis Michel Biard qu'ils sont 86 députés à être morts de mort non naturelle pendant la Convention, et parmi eux, beaucoup avaient des enfants, parmi les Girondins, parmi les indulgents, parmi les robespierristes, parmi aussi les martyrs de Prairial. Le fils de Goujon n'avait que 5 mois lorsque son père se suicide, et l'enfant du conventionnel Gilbert Rome, lui, n'était pas encore né lorsque son père met fin à ses jours. Mais précisons aussi qu'il n'est pas besoin que les conventionnels aient été victimes des épurations successives de la représentation nationale pour que leurs enfants se retrouvent orphelins. Début 94, Caroline Beauvais voit son père mourir des suites de son emprisonnement par les Anglais à Toulon, où il avait été envoyé en mission. Suzanne Lepelletier, bien sûr, devient orpheline le 20 janvier 93 après l'assassinat de son père par un royaliste à Paris. Alors s'il est vrai, comme le postule la sociologie et l'anthropologie, que toute mort peut être considérée comme un désordre fondamental, un désordre ontologique pour ceux qui restent, le diagnostic vaut sans doute à plus forte raison pour ces orphelins de la Convention. Les conditions qui s'attachent aux morts non naturelles de leur père, celles d'acteurs de premier plan d'une révolution qui se regarde elle-même comme étant en train de faire l'histoire, de changer le monde, a pour effet de rendre omniprésents ces disparus dans la vie de leurs enfants. C'est l'absence ici qui crée la présence, car on honore les morts de la Convention et on les honore beaucoup. Dans l'espace public, pour ceux qui sont reconnus comme des martyrs, de ceux dont on célèbre les mânes. C'est le cas évidemment pour Suzanne Lepelletier, cette fille adoptive du peuple français étudiée par Jennifer Hoyer. Elle n'a que 11 ans, Suzanne Lepelletier, en janvier 93, lorsqu'elle prend place dans l'important cortège funèbre qui s'élance de la place Vendôme pour rejoindre le Panthéon. La scénographie officielle lui a accordé une place de choix. Elle est juste derrière la dépouille de son père avec le reste de sa famille, la dépouille étant précédée par les députés de la Convention. C'est le fils Lidon, par exemple, qui s'appelle Antoine Jules César, un sacré prénom quand même. Eh bien, Antoine Jules